On va maintenant parler de l'affaire Depardieu, puisqu'il y a un rebondissement dans cette affaire, il faut bien le dire, Julie Hamet. Nous ont rejoint pour en parler Vincent Ventighem, grand reporter police-justice pour BFM TV. Bonsoir Vincent. Dominique Marie, journaliste pour BFM TV. Bonsoir à vous Dominique. Et Emmanuelle Dancourt, vous êtes la présidente de MeToo Média. Peut-être d'un mot, c'est quoi MeToo Média ? MeToo Média est une association qui a été créée par des victimes de Patrick Poivre d'Arvor, dont je fais partie, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les médias. Donc on accueille les victimes, on les aide juridiquement. On a une formation qu'on donne dans les rédactions et dans les écoles de journalisme. Et puis on essaie aussi de faire bouger un peu la loi. Enfin, on a du boulot. Ça fait 2 ans qu'on existe, mais alors ça chôme pas. Merci d'être là ce soir. On va donc revenir, Laurent, sur ces nouvelles révélations concernant l'acteur Gérard Depardieu. Une multitude de propos sexistes, graveleux, diffusés par nos confrères de compléments d'enquête. Ce sont des propos qui remontent à 2018, dans le cadre d'un voyage en Corée du Nord avec l'écrivain Yann Moix pour les 70 ans du pays. Dominique Marie, vous avez pu voir quelques extraits donc, de cette séquence diffusée par complément d'enquête. Oui, effectivement, puisque la séquence a été diffusée sur les réseaux sociaux pour faire un teasing à cette émission. Et c'est vrai qu'on y entend des propos très crus. Il faut dire que c'est un film professionnel. Donc, effectivement, on entend très bien les propos de Gérard Depardieu. Il y a assez peu de doutes. Et c'est vrai que, notamment dans la première séquence, on le voit, visiblement, il sort de son hôtel. J'ai l'impression, il est assez goguenard. Et là, il s'adresse à une jeune femme coréenne, peut-être son interprète, qui est là. Il lui dit tu vas prendre une petite douche, tu vas penser à moi, it's a beautiful day. Il chantonne, là, comme ça, il est assez goguenard et assez heureux. Puis il s'éloigne et puis il lâche sa petite... Bon, voilà, je ne dirai pas le mot, mais vous pouvez deviner, il s'agit du sexe féminin en version féline. Plus dérangeant, un peu plus tard, on voit Gérard Depardieu qui est dans un haras, donc il y a des cavalières qui tournent. Et là, il explique à ceux qui l'entourent qu'avec leur physiologie, les femmes jouissent en faisant du cheval. Alors évidemment, regardez, il dit ça en termes un petit peu plus crus que moi, et il finit d'ailleurs par lâcher, ce sont de grosses salopes. Voilà, donc on voit bien qu'on est au-delà du truculent, du rabelaisien qu'on connaît chez cet acteur. Le problème, c'est qu'à un moment, on va passer du dérangeant à l'écœurement, parce que toujours dans ce haras, il y a une cavalière, sauf que c'est une toute jeune femme, une jeune adolescente qui est sur cheval. Elle a une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Et là, il dit, toujours avec des gens qui l'entourent, regarde, si elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue. Tu vois, et là, il s'adresse à quelqu'un qui est à côté de lui. Tu vois, elle est en train de se gratter, là. Donc ça, c'est pour le coup, encore plus dérangeant, puisque là, il sexualise d'une certaine manière, enfin, sans aucun doute d'ailleurs, une gamine qui a probablement 10 ou 12 ans. Alors il faut le dire, c'est vrai que quand on voit ces images, moi je les ai vues cet après-midi sur les réseaux sociaux, on ne peut qu'être choqué par ce qu'on voit et surtout ce qu'on entend, parce que au fond c'est surtout les propos de Gérard Depardieu qui sont choquants. On ne peut qu'être dérangé. Il faut expliquer que normalement, en tout cas moi qui ai appelé Yann Moix, le réalisateur de ce documentaire en Corée, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, un ami même, Yann Moix, je dis mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là et d'où viennent ces images? Et il m'a expliqué en fait que ces images-là ne sont pas dans le film que lui a tourné, même si évidemment c'est lui qui a fait tourner ces images-là. Elles sont dans ce qu'on appelle les rushs, évidemment les images qui ne serviront pas au film. Il y a 18 heures de rush et il m'a expliqué en fait que c'est le producteur de ce film qui a revendu les rushs de ce qui normalement aurait dû être un long métrage, puisque je crois que le film de Yann Moix sur le voyage de Depardieu en Corée dure plus de 2 heures, mais il y a 18 heures d'images non utilisées, et que ces propos-là et ces images-là, ça n'enlève rien évidemment à la gravité de ces propos, mais que ces images-là sont dans les rushs. Oui, mais au moment où c'est tourné, il ne sait pas que ça va être dans les rushs. Moi, c'est ça que je trouve absolument sidérant dans la chronologie. C'est-à-dire qu'au moment où Yann Moix le filme, il lui dit pas ça, je le filme juste pour moi. Ça veut dire qu'ils sont, j'imagine, en train de construire potentiellement un documentaire il voit bien la caméra, oui. Qui peuvent être diffusés. Et donc, moi, c'est ça que je trouve. Et il ne faut pas oublier, on est en 2018. Qu'est-ce qui se passe en 2018 On a la jeune actrice Charlotte Arnoux qui porte plainte pour viol contre Gérard Depardieu. On pourrait imaginer qu'il ferait un petit peu profil bas. Non, comme une espèce de provocation obscène. Ce que Yann Moix dit, pardonnez-moi, c'est que c'était avant, justement, qu'il y ait des plaintes. Il y avait quand même un faisceau d'indices et de première remise en cause autour de lui qui faisait que on ne tient pas des propos pareils, surtout qu'on est devant une caméra et qu'il ne sait pas à l'époque que potentiellement ces images-là seront... C'est ce qu'on appelle le sentiment d'impunité, j'imagine. C'est le fait que jusqu'alors, personne ne lui a jamais rien dit. En fait, le problème, il est sûrement là, j'imagine. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je connais bien Charlotte Arnoux, qui est hébergée par l'association MeToo Média depuis 2 ans. C'est vrai que le cinéma, c'est pas exactement un média, mais personne ne s'occupait de Charlotte. Donc nous, on la connaît bien, l'association. Aujourd'hui, elles sont 13 à être derrière elle, mais elle a été longtemps toute seule, Charlotte. Et que c'est quand même... c'est arrivé effectivement en 2018. Bravo de l'avoir redit. Charlotte, elle est toute petite, elle est toute fine, c'est un petit moineau. Lui...
124 kilos, il le dit d'ailleurs dans les extraits que j'ai vus aussi. Et c'est cette fille-là, qui le connaît depuis tout bébé, hein, il l'a fait sauter sur ses genoux, c'est le meilleur ami de son père, etc. C'est cette fille-là qui va aller porter plainte contre Gérard Depardieu. Moi, elle m'épate, hein, elle est très déterminée et en même temps, elle est toute fragile. Et ça, on va y revenir et on l'entendra, Charlotte Arnoult. Mais juste quand même un mot sur les propos qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'ils sont d'une grossièreté inimaginable? Est-ce qu'ils sont répréhensibles par la loi? Alors, il y a deux façons de répondre à votre question. La première, c'est que si c'était des propos tenus en France, oui, évidemment, c'est des propos qui peuvent s'assimiler à du harcèlement sexuel, sauf qu'ils ont été tenus en Corée du Nord. Je vais vous faire un aveu, je ne connais pas le droit applicable de la Corée du Nord, mais ça va être compliqué pour les caractériser. En revanche, ça vient éclairer et épaissir le dossier judiciaire à l'encontre de Gérard Depardieu, parce qu'on le sait, il est mis en examen pour viol et agression sexuelle à l'encontre de Charlotte Arnoult, on l'a dit, mais il est également visé, désormais depuis quelques semaines, par une seconde plainte de l'actrice Hélène Darras qui l'accuse d'agression sexuelle. Sur le tournage du film Disco. Exactement, donc tout ça va venir un petit peu éclairer, et c'est vrai que d'ailleurs, complément d'enquête révèle aussi l'existence de cette seconde plainte, mais aujourd'hui, ce complément d'enquête de ce soir, c'est une espèce de bascule dans l'affaire Gérard Depardieu pour une raison qui est toute bête. On a lu beaucoup de témoignages de femmes qui dénoncent des faits, qui ont toutes raconté l'omerta qu'il y avait parfois sur les plateaux en disant « Oh ça va, c'est Gérard, on va pas en parler ». Mais là, aujourd'hui, tout le monde, ce soir, tous ceux qui vont regarder ces extraits ou demain ou dans les jours à venir, vont découvrir la façon dont il parle parce que c'est une espèce de sans filtre. Il s'exprime sans filtre. Et on l'a dit, il y a 18 heures de rush. Visiblement, il y a plusieurs minutes, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs séquences et il s'exprime toujours de la même manière avec cette espèce de franc-parler. Gérard Miller, vous avez rencontré Gérard Depardieu, vous avez fait un documentaire sur lui? Alors, je l'ai rencontré déjà, mais dans le documentaire, il n'avait pas souhaité y participer. Et à l'époque, ce qui faisait scandale, c'était son lien avec Poutine, son lien avec un certain nombre de dictateurs de pays de l'Est. Ça n'était pas ces affaires-là. Mais déjà, dans son rapport qu'il a avec les autoritaristes les plus patentés, il y avait cette absence d'inhibition. Vous dites sans filtre, moi je dirais une absence d'inhibition. Et là, manifestement, on est dans le même registre. C'est-à-dire, il y a un moment, sans foi ni loi. Alors, il n'avait pas voulu participer au film. Je l'avais eu, il m'avait appelé, alors qu'on ne se connaissait pas après, puis je l'avais revu. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de difficile à imaginer, sinon, puisque vous avez cité le cas de PPDA, qui est un peu du même ordre. C'est-à-dire, il y a des monstres absolument sacrés qui ont un prestige, parfois un talent incontestable, et qui, en effet, n'ont jamais été, en quelque sorte, arrêtés dans leur lancée. Sur Depardieu, j'ajouterais juste une chose, c'est que nous avons au moins deux points communs. On s'appelle tous les deux Gérard, et on appartient à la même génération. C'est une génération, incontestablement, qui a été élevée, on va dire, dans une ambiance machiste, c'est incontestable, qui a vu néanmoins la naissance du MLF il y a 50 ans, et qui, en tout cas, a tout de suite été sensibilisé au fait que lorsque c'est non, ça veut dire non. Et donc, de ce point de vue-là, quel que soit l'âge que nous puissions avoir aujourd'hui en disant « bah oui, mais à notre époque, c'était pas la même chose », il y a tout de suite eu, lorsqu'on avait 20 ans, cette idée que non, c'est non, et qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas se faire. Ça ne veut pas dire, effectivement, que la gaudriole n'est pas possible, que la drague n'est pas possible, que plein de choses sont possibles. Mais c'est vrai que ça fait quand même un petit moment... Sauf que là, on est au-delà de la gaudriole, évidemment. Il faut bien dire. Gérard a raison, c'est le même mode opératoire. On est avec des monstres sacrés qui ne sont pas des monstres, hein, c'est des gens qui peuvent être charmants par ailleurs. Hein. Des espèces de monstres sacrés, l'un dans l'info, l'autre dans le cinéma. Il y a donc une espèce d'omerta, d'impunité, dit Laurent, c'est exactement ça, une omerta, impunité. Alors eux, ils perdent complètement pied et ils prennent le pouvoir sur le corps des femmes. Parce qu'il faut savoir que les affaires de violence sexistes et sexuelles, c'est avant tout une histoire de pouvoir. Je prends pouvoir sur le corps des femmes en toute impunité. Et parce que ce sont des gens qui ont le pouvoir. Sur les plateaux, ils l'ont, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui les arrête. Et les violences sexistes et sexuelles, ce n'est pas des affaires de femmes, en fait. C'est l'affaire de toute la société. Parce que statistiquement, vous connaissez tous ici une femme qui a été violée, qui a été agressée. C'est votre mère, c'est votre sœur, c'est votre cousine, c'est votre collègue de travail, c'est votre voisine. C'est statistique. Donc on est tous concernés. C'est pour ça qu'on doit passer, on dit que MeToo est mort. Moi, je ne sais pas si MeToo est mort, mais je sais qu'on doit passer de MeToo à WeToo, à embarquer toute la société dans ce problème-là. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, parce que Emmanuel, on se connaît bien, hein, mais c'est vraiment aussi une affaire d'homme, vraiment, parce que c'est-à-dire que le fait à cause de personnages comme ceux-là qui sont représentatifs de ce que sont les hommes en fait, parce que ce sont des idoles masculines. Enfin voilà, que tous les hommes soient mis dans le même panier, c'est gênant en fait. Et donc, ces hommes-là font beaucoup de mal aux hommes aussi. Ouais. Aux hommes aussi, à l'idée que les femmes, les jeunes femmes, peuvent se faire des hommes. Et il y a quelque chose qui est
Alors bien sûr, c'est incomparable par rapport à la douleur que ressentent les femmes en général, mais les hommes aussi sont les victimes de ce genre de mecs. Et c'est pour ça qu'à MeToo Média, on a beaucoup d'hommes, nous, qui viennent nous aider. je comprends parfaitement. Et justement, on avait Tristan Walek sur ce plateau, qui est le présentateur, le journaliste de Complément d'enquête, qui explique que cette omerta se brise peu à peu et qu'il y a un producteur, Marc Missonnier, qui a osé commencer à briser un peu le silence concernant Gérard Depardieu, avec qui il a travaillé. On écoute. On s'est retrouvé face à un mur du silence au sein du cinéma, mais on a quand même Marc Missonnier, qui est un grand producteur, qui est président de l'Union des producteurs du cinéma, qui a fait tourner Gérard Depardieu et qui reconnaît aussi, face caméra, que le comportement de Gérard Depardieu, il était connu, qu'on savait qu'il était problématique, ce sont ses termes, et il esquisse un début de regret. L'actrice Anouk Grimbert aussi, depuis, a témoigné en défaveur de Gérard Depardieu. Il faut rappeler aussi que Philippe Torreton, on s'était moqué de lui à cette époque. Une dizaine d'années déjà. Philippe Torreton avait pointé du doigt les dérives. Alors, il n'était pas rentré dans les détails, mais les dérives de Gérard Depardieu sur les tournages et comment il se comportait avec les autres. Et il trouvait que c'était inadmissible. Là, Torreton a tweeté aujourd'hui. Il dit, il y a 10 ans, j'écrivais une lettre publiée dans Libération adressée à Gérard Depardieu au sujet de son exil fiscal. Depuis, je ne tourne quasiment plus. Voilà. Je tiens avec ce poste à saluer le courage de cette jeune comédienne et avec elle toutes ces femmes qui témoignent de comportements inadmissibles de la part de cet acteur et osent dire tout haut ce que tout le métier sait et savait et s'en amusait. On a les tyrans que l'on se donne, dit Torreton. Alors j'ai un autre tweet, quelqu'un qui travaille avec nous d'ailleurs, qui s'appelle Louis Morin, et j'aimerais faire réagir Gérard Miller. Il dit, Louis Morin, ça dérange donc personne de diffuser les images d'un homme dégradé, malade, détruit par l'addiction et sans aucune contextualisation. Vous pensez que c'est un homme malade, Gérard Depardieu? Alors, c'est incontestable pour avoir travaillé très alcoolique sur son histoire qu'il y a un côté, alors je ne sais pas si je vais utiliser le terme de malade, mais il y a un côté suicidaire chez lui. C'est-à-dire, ça ne justifie rien. Mais lorsqu'on me pose la question sur son état, il y a un côté suicidaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense qu'il est à chaque fois au bout de sa vie et qui est prêt en effet à passer outre. Je ne dis Alors pas moi je vais vous ça. parler de vraies personnes qui sont au bout de leur vie, ce sont les victimes. Que l'on parle de PPDA, que l'on parle les victimes de Plaza, parce que c'est MeToo Média qui a sorti l'affaire Plaza, que l'on parle de la victime Vincent Cerruti, encore une affaire qu'on a sortie, Bourdin, encore une affaire qu'on a sortie. Moi je vais vous parler des victimes parce que je les ai tous les jours au téléphone, je suis présidente bénévole et c'est un plein temps que d'être, j'imagine que vous en rencontrez dans votre profession Gérard, avec des victimes qui sont impactées à vie. Alors qu'on me parle de la santé de PPDA ou de comment se sent Depardieu, enfin excusez-moi, je trouve ça indécent, moi. On me pose la question sur Depardieu. Est-ce que c'est une maladie psychiatrique? Non mais c'est exactement ça la question. C'est comme quand on évoque la maladie psychiatrique des terroristes dans un autre domaine, c'est pas ça qui empêche que ce sont des purs salauds. C'est pas parce que vous avez une maladie psychique que vous ne pouvez pas être un pur salaud. Dans le cas de Depardieu, je ne parlerai pas de sa maladie psychique, je n'en ai pas l'idée. Ce que je pense simplement, c'est que c'est quelqu'un, effectivement, qui marche depuis un certain temps au bord du précipice. Le problème, c'est qu'il n'est pas seul à entraîner les gens dans le précipice. Là, vous avez raison. Mais il marche au bord du précipice, y compris lorsqu'il devient russe, y compris lorsqu'il tombe dans les bras de Poutine, y compris lorsqu'il va, parce qu'on l'a dit, la Corée du Nord. Ils vont en Corée du Nord et ils vont faire les clowns en Corée du Nord. Donc Yann Moix, c'est effectivement quelqu'un que je connais aussi par vos émissions. Enfin, c'est pas absolument rien d'aller tourner un film de ce genre en Corée du Nord. Donc Depardieu marche au bord du précipice. Le problème, c'est que souvent, les gens qui marchent au bord du précipice sont les seuls à tomber. Et il y a des fois, effectivement, ils font tomber beaucoup de gens avec eux. C'est le cas pour Depardieu. Et qu'il fascine aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de complaisance qui a sorti aussi d'une espèce de fascination. Et vous mentionniez, j'ai retenu l'adjectif que vous avez utilisé. On disait volontiers de lui qu'il était rabelaisien, monstre sacré, volontairement sulfureux, c'est cet être un petit peu toujours. Et il y avait quelque chose d'assez schizophrène et ambigu, où presque il était érigé en Dieu un petit peu. Et je crois que ce discours-là, il doit maintenant s'effondrer. Et excuse-moi, et surtout, il faisait gagner beaucoup d'argent. Pourquoi PPDA a tenu aussi longtemps? 10 millions de téléspectateurs. Voilà, premier 20h le plus regardé d'Europe. Au box-office, avoir Depardieu dans un film, ça a apporté beaucoup d'argent aux producteurs. Donc je pense que l'omerta a existé.
aussi pour des raisons bassement et purement économiques. On précise quand même que lui dément. Il a publié un message dans le Figaro début octobre. Il dit la chose suivante. Il dénonce un lynchage orchestré par le tribunal médiatique. Il assure qu'il n'est ni violeur ni prédateur. Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme. Je ne peux plus consentir à ce que j'entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m'en foutre. Mais non, en fait non. Tout cela m'atteint, pire encore, m'éteint. Il reste présumé innocent. C'est une vraie question d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de grossièreté, parce que c'est des grossièretés choquantes. Quand on voit les images, encore aujourd'hui, on n'en revient pas même de ce qu'on entend. Et aussi être innocent dans le passage à l'acte, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est compatible ? Écoutez, dans le passage à l'acte, il y a quand même un certain nombre de faits, s'ils sont avérés, qui sont des passages à l'acte absolument clairs et nets. Le fait de prendre quelqu'un par la taille, de la plotter, pour dire les choses un peu grossièrement, c'est de l'agression sexuelle. Surtout quand la personne a dit non. Le problème, c'est pas de draguer les gens, c'est pas tout d'un coup de dire même à quelqu'un que vous lui plaisez. C'est à un moment donné, lorsqu'on vous dit non, que ce soit pris comme un non. Ce qui se passe comme un oui. Ce qui se passe avec Depardieu. Oui, vous avez raison, comme un oui. Oui, que ce nom soit pris comme un oui. En plus, et en plus, il y a le phénomène de sidération que vous connaissez très certainement, Gérard, où des fois la victime ne dit pas oui, enfin ne dit pas non parce qu'elle est incapable. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans le bureau de PPDA. J'étais en sidération totale. Et si ça ne m'était pas arrivé, j'aurais jamais cru. Bon, vous m'auriez dit PPDA, un coup là où il faut, une claque, machin. J'ai pas réussi. J'étais paralysée par la sidération. J'essaie de déplacer le débat sur un autre terrain parce qu'on a pu voir aujourd'hui que le service public réfléchissait à l'idée de continuer ou pas à diffuser des films avec Gérard Depardieu. Je parle même de grands classiques. J'ai évoqué en début d'émission Cyrano de Bergerac, il y a La femme d'à côté avec Fanny Ardant et d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Gérard Miller ? Est-ce qu'on doit ne plus jamais diffuser de films avec Gérard Depardieu ? Écoutez, à un moment donné, dans l'émission, on avait pensé qu'on allait parler d'Horace Vernet, qui était ce grand peintre, qu'est-ce qu'on va dire, colonialiste, qui a effectivement porté au nu la colonisation. Parce qu'il y a une exposition à Versailles, on en reparlera demain ou la semaine prochaine. Voilà, mais j'avais vu que c'était un des thèmes qui vous intéressait. Je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est une pure crapule. Oui. Moi, je le sais depuis que je lis Baudelaire. C'est-à-dire Baudelaire a écrit sur Vernet des choses absolument terribles en disant c'est plus un militaire qu'un peintre. N'empêche que je suis pour qu'on voit les œuvres de Vernet. Et donc, de la même façon, je considère Céline comme une pure crapule absolue et je ne suis pas pour qu'on le censure le moins du monde et qu'on puisse éventuellement l'étudier. Pour Depardieu, je serais mal à l'aise si tout d'un coup on pouvait plus voir, vous avez cité Cyrano de Bergerac ou d'autres films, je ne sais pas, Les Valseuses ou d'autres, je serais mal à l'aise si on ne pouvait plus les voir. Je ne pense pas, je ne sais pas quel est votre point de vue, que c'est la bonne sanction que de censurer une œuvre comme un film. La question est surtout de savoir si aujourd'hui on peut le faire tourner à nouveau. Alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça a priori ça sera plus compliqué. Moi je parle de la diffusion des films cultes qui existent depuis des décennies. Est-ce qu'on doit continuer à les diffuser ou pas ? Mais on va se priver d'un génie merveilleux comme François Truffaut, La femme d'à côté, Le dernier métro. Oui. Mais au nom de quoi ? C'est-à-dire qu'on va cancel, parce que c'est le mot maintenant qu'on utilise pour ça, parce que c'est la cancel culture américaine, on va effacer de notre filmographie des réalisateurs merveilleux, des actrices. Fanny Ardant va disparaître parce qu'elle a tourné avec Depardieu. Enfin non, mais là on est chez les fous. Non. Alors on dit toujours cette vieille histoire de séparer l'œuvre de l'homme. Enfin, qu'on n'aille pas voir un concert si on n'a pas envie d'aller voir Depardieu chanter Barbara, ça c'est un problème. Mais on ne peut pas faire disparaître des gens qui on fait travailler ou on travaille avec Depardieu parce que Depardieu est le personnage que l'on découvre aujourd'hui. Non, ça, là, je pense qu'on... Là, ce serait un précédent qui serait très dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je sépare pas l'artiste de l'homme. Je sépare pas l'artiste de l'homme. Je sais pas à partir de quand Depardieu a commencé à faire tout ce qu'on lui reproche. C'est compliqué. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il faut certainement pas aujourd'hui qu'il tourne, ne serait-ce que pour protéger les actrices et les femmes. Ça n'est pas la question, pardon. Ça, on s'en doute. Et je pense que franchement, il y a peu de... Croyez-moi, je pense qu'il y a peu de gens qui vont l'engager dans les mois ou dans les années qui viennent. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Non, je vous parle des films passés. Répondez à ma question. Soit on cancel, comme tu dis, Fred, soit on cancel, et effectivement, c'est toutes les équipes qui ont bossé, tous les autres acteurs et actrices qu'on ne voit plus, soit on cancelle pas. Et j'avoue que moi, je suis incapable de regarder aujourd'hui un film avec Depardieu. Je n'y arrive pas. Dès que ça passe à la télé, mes enfants, ils sont bien au courant qu'ils font ce qu'ils veulent, ils ont le choix, mais c'est sans maman. Mais est-ce que je peux vous préciser qu'on sait depuis quand ça a commencé ? C'est-à-dire que, je ne sais pas si sur ce plateau vous l'avez oublié, mais à un moment donné, Depardieu
était supposé être nommé aux Oscars. Et tout d'un coup, il y a eu une interview de Depardieu où il a raconté que tout jeune, alors je ne sais plus À 9 ans, il avait commis tout son premier jeune, viol. il a assisté à un viol et qu'il y avait plus ou moins participé. Il y a toute l'ambiguïté de ce qu'on peut effectivement considérer d'un enfant petit. Donc on sait que très tôt, il a été pris. Alors ça tient à son éducation, effectivement. La porte de sa maison était tout le temps ouverte. Il dormait plus souvent dehors que dedans. Mais en tout cas, on sait que très tôt, il y a eu un rapport pour le moins problématique avec la sexualité. Pour les images qui ont été alors vendues, peut-être, vous avez eu le producteur, je crois, du film au téléphone. Ouais. Qui a raison Yann Moix qui dit on m'a volé des images, le producteur qui dit elles m'appartiennent. Ces images qui ont été, je dis vendues, je n'en sais rien, c'est ce que m'a dit Yann Moix. Je vous donne sa version. Le film n'est jamais sorti. Le film qu'a monté Yann Moix n'est jamais sorti. Et lui, Yann, dit en fait ce sont non seulement les images du film, mais d'autres images qui font partie des 18 heures de rush qui ont été vendues à complément d'enquête. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme réponse Ce qui est étonnant dans cette histoire, moi j'avoue que ça m'a étonné, ceux qui ont réalisé les images en 2018, l'équipe, etc., et ceux qui réalisent le documentaire qui sera diffusé ce soir, sont les mêmes en fait. Ah voilà. C'est la même boîte de production qui s'appelle Ikari. En fait, Yann Moix, quand il est invité en 2018 pour aller en Corée du Nord, il dit tiens, je vais y aller avec Gérard Depardieu, il cherche un producteur pour financer d'abord le voyage, et aussi il se dit tiens, ben, on va filmer, ça va être la rencontre... C'est ce qu'il dit d'ailleurs, de deux monuments, la Corée du Nord et Gérard Depardieu. Donc il y a un producteur, Ikari, le producteur connaît très bien la Corée du Nord, c'est pour ça qu'il le choisit. Le tournage se passe, 10 jours, pas de problème. Yann Moix rentre en France monter son film, il en tire une version de 2h15, mais il va jamais trouver de diffuseur. Et puis les rushs, tout ce qui n'a pas été monté, l'ensemble du tournage reste sur les étagères de la boîte de production pendant très longtemps. Et ça va intéresser un journaliste qui se dit tiens, il y a ce truc-là qui traîne, un tournage un peu mythique de la boîte, il va le regarder de temps en temps, mais sans plus. Et puis, vont sortir les témoignages de ces femmes harcelées, éventuellement violées. Et il va lire les témoignages. Il va dire, mais ça me rappelle quelque chose, toutes ces scènes. Les grognements. Ce personnage qui est comme ça très insultant, avec des mots très durs envers les femmes. Et il va ensuite reprendre tous ces rushs. Il va regarder les 18 heures complètes de rushs qui ont été tournées. Et il va effectivement en extraire les vidéos qu'on a vues et qui vont servir d'appui ensuite à complément d'enquête, puisque c'est cette même boîte de production qui a tourné en quelque sorte, qui a servi de production au film de Yann Moix, qui va évidemment faire parce que là il y a un matériau extraordinaire pour faire une enquête effectivement sur Gérard Depardieu. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc Yann Moix porte plainte contre son producteur ? Ben oui, il a décidé de porter plainte. Sauf que théoriquement, ça se passe comme ça dans ce milieu. Le producteur, celui qui finance, qui paye la caméra, le preneur de son, le voyage, est en général propriétaire des rushs, à moins que le contrat ait été différent. Yann Moix, il doit être bien entouré. Peut-être que le contrat il évoque un droit moral sur les images. Il évoque son droit moral, mais le producteur répond, mais moi, il n'y a pas d'image du film. Je n'ai pas remonté le film, je n'avais pas fait une seconde version. Moi, j'avais des rushs qui étaient ma propriété. J'en fais un documentaire qui est différent du film de Yann Moix. Yann Moix peut, s'il le souhaite, produire son film où il veut. Mais c'est pas la même chose. Gérard Miller, un commentaire là-dessus ? Non, moi je peux dire, j'ai réalisé 35 documentaires. J'ai jamais laissé les rushs traîner. Je les ai toujours gardés soigneusement. Donc il faut croire que là, il a été légèrement blousé, Yann Moix. Ou négligent. Oui, négligent. Ou négligent. Négligent, imprudent, et en tout cas, effectivement, ce film n'a jamais été diffusé, n'est jamais sorti, et ça donne aujourd'hui un documentaire que diffuse complément d'enquête. C'est une information, en tout cas, de savoir que c'est le même producteur, qui, effectivement, a réalisé ce documentaire pour France 2 que le producteur qui était celui du film réalisé par Yann Moix. On comprend mieux comment, effectivement, ils ont obtenu les images. C'est plus simple, il n'y a pas besoin de les acheter dans ces cas-là. Et effectivement, il n'y a pas besoin de les acheter. On vend, en revanche, j'imagine, dans ces cas-là, on vend le documentaire à France 2. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est ça. Mais parce qu'en fait, dans les rédactions, il faut comprendre, parce que les téléspectateurs ne savent pas forcément comment ça fonctionne. À complément d'enquête, comme dans des tas d'émissions, il y a une rédaction interne à France Télévisions qui va produire de temps en temps effectivement des enquêtes, des reportages. Et puis parfois, on fait appel à des producteurs indépendants. C'est le cas pour Envoyé spécial, c'est le cas à TF1 pour l'émission reportage. C'est le cas parfois chez nous également. Et c'est le cas ce soir pour ce spécial Gérard Depardieu. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à nos questions.